Salut à toi, c'est Hermès, ton moniteur auto-école, enseignant de la conduite et de la sécurité routière. Aujourd'hui, je te propose un examen complet du code de la route, commenté et corrigé. Allez, on perd pas de temps, on commence tout de suite. Question numéro 1. Le cycliste tend son bras pour tourner à gauche. Réponse A. Je ralentis et le laisse passer. Réponse B. J'accélère et je ne le laisse pas passer. Alors ici, on a une question très intéressante. Pourquoi ? Parce qu'on est dans une configuration que vous allez souvent retrouver lorsque vous allez avoir votre permis. C'est-à-dire que là, à notre droite, on a donc une voie réservée. On ne sait pas laquelle, mais c'est une voie réservée. Sûrement une voie de bus. Et dans cette voie, on a un van, donc gris, devant nous, qui est à l'arrêt. Donc le vélo, en fait, se trouve dans une situation où il va devoir se décaler à gauche. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là ? Parce qu'on pourrait se dire, le vélo est dans sa voie réservée, moi je suis dans ma voie, le vélo se débrouille. Oui, on pourrait dire ça si c'était par exemple un véhicule. Mais là, le cycliste est un usager vulnérable. Il n'a pas de carrosserie qui l'entoure. Donc ce qu'on fait ici, c'est qu'on va le laisser passer. On va le laisser passer afin qu'il puisse contourner le van en toute sécurité. Donc ici, le cycliste tend son bras pour tourner à gauche et je ralentis et le laisse passer. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 2. Ce dispositif empêche un enfant d'ouvrir la portière depuis l'intérieur du véhicule. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, effectivement, c'est ce qu'on appelle le système de sécurité pour enfants. Ça empêche l'enfant d'ouvrir la porte depuis l'intérieur du véhicule pendant que vous conduisez. Alors, comment ça fonctionne ? C'est simple, sur le côté de la portière arrière, vous avez une sorte de petite serrure dans laquelle il va falloir donc insérer la clé du véhicule et tourner à gauche ou à droite pour pouvoir verrouiller la portière depuis l'intérieur. Alors, dans certains véhicules, c'est pas une serrure, ce sera un loquet qu'il faudra pousser à gauche ou à droite. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 3. Ce véhicule transporte des matières dangereuses. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, la plaque de gauche carrée avec les chiffres inscrits dessus indique que le véhicule transporte des matières dangereuses. À droite, la plaque losange indique le type de matière dangereuse que ce véhicule transporte. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 4. En agglomération, hors danger immédiat, je peux klaxonner. Oui, réponse A, non, réponse B. Si je klaxonne, j'encours une amende. Oui, réponse C, non, réponse D. Alors ici, il y aura deux cas qui vont se différencier. Prenons d'abord le cas de l'agglomération. En agglomération, il est strictement interdit de klaxonner, sauf danger immédiat.
Donc c'est une contravention de deuxième classe qui est sanctionnée par une amende de 35 €. Hors agglomération, il est autorisé de klaxonner à condition également, à condition que cela soit nécessaire. Par exemple, lors d'un virage avec très peu de visibilité pour avertir de votre présence. Donc, ici, en agglomération, hors danger immédiat, est-ce que je peux klaxonner ? Non. Si je klaxonne, j'encours une amende ? Oui. Les bonnes réponses sont les réponses B et C. Question numéro 5. La distance de sécurité est bonne. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors tu vois, la notion de distance de sécurité est très importante pour le passage du code. C'est une question qui vient très souvent, qui est vraiment redondante. Alors, il faut que tu saches que la distance de sécurité sur route, peu importe les routes, c'est équivalent à 2 traits de rive. D'accord ? Comme le montre l'animation ici. Donc c'est 2 traits de rive. Alors, les traits de rive, si tu ne le sais pas, c'est les traits qu'il y a à droite, hein, ici à droite. Donc là, tu vois bien que le camion, la distance qui nous sépare avec le camion est inférieure à ces 2 traits de rive. Donc ici, la distance de sécurité n'est pas bonne. La bonne réponse, ici, c'est la réponse B. Question numéro 6. Je suis sur la voie de gauche. Je suis bien placé pour tourner à gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, certes, on est sur la voie de gauche. Cependant, la signalisation verticale à travers ce panneau d'interdiction de tourner à gauche, mais également la signalisation horizontale, donc le marquage au sol, où on voit très bien qu'il y a juste une flèche qui nous dit d'aller tout droit, nous interdit de tourner à gauche. Donc, ici, même si je suis sur la voie de gauche, je suis très mal placé pour tourner à gauche. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 7. Le taux d'alcool maximal autorisé est de, pour un permis probatoire, réponse A, 0,2 g par litre de sang, réponse B, 0,1 mg par litre d'air. Pour un permis normal, réponse C, 0,5 g par litre de sang, réponse D, 0,8 g par litre de sang. Alors, ça, c'est vraiment une question de cours qu'il faut apprendre par cœur. Je vous conseille vraiment de vous former. On a mis en place une formation. Vous pouvez aller la voir. Elle est en lien dans la description de la vidéo. C'est vraiment des questions qui sont très récurrentes à l'examen du code de la route, nouvelle réforme. Alors, comme vous le voyez sur ce document de cours, donc pour un permis normal, le taux maximal autorisé d'alcool est de 0,5 g par litre de sang. Ce qui correspond à 0,25 mg par litre d'air expiré. Pour un probatoire, par contre, la limite est plus basse. Elle est de 0,2 g par litre de sang, soit 0,1 mg par litre d'air expiré. Alors, si vous regardez bien,
tu vas peut-être me dire, bah oui, mais c'est 0,5 grammes ou c'est 0,8 grammes, par exemple, pour un permis normal. Alors, le taux maximal autorisé avant contravention, par exemple pour un permis normal, il est de 0,5 grammes par litre de sang. Mais il y a un taux qui est délictuel. Ça veut dire qu'il y a un taux qui est de 0,8 grammes par litre de sang, que vous soyez dans un permis normal ou probatoire. Si vous dépassez les 0,8 grammes par litre de sang, là, cette infraction n'est plus une contravention, mais un délit. Ah! Et là, tu vas me dire, bah oui, mais c'est quoi la différence entre une contravention et un délit? Alors ça, c'est important quand même à savoir. En fait, une contravention et un délit, ce sont des infractions. Il y a différents types d'infractions qui sont classées selon leur gravité. Donc, les moins graves, c'est les contraventions. Ensuite, vous avez les délits. Et ensuite, vous avez les crimes. Bon, on ne parlera pas de crimes ici, parce qu'on parle de code de la route. Nous, on va parler des contraventions et des délits. Donc, concernant les contraventions, ils sont classés par classe. Contravention de première classe, deuxième classe, troisième classe, quatrième classe, cinquième classe. En général, c'est des amendes. Parfois, vous allez avoir, par exemple, des suspensions de permis selon certains cas. Par contre, les délits, c'est et des amendes et des peines de prison qui vont de 2 mois jusqu'à 10 ans. Voilà. Donc, voilà pour les contraventions et les délits. Donc, ici, les bonnes réponses vont être les réponses A, B et C. Je vois que tu es super motivé pour avoir ton code. Alors, soutiens la chaîne en t'abonnant et surtout en activant les notifications afin d'être prévenu des dernières vidéos mises en ligne. Question numéro 8. Je peux rouler avec ce véhicule? Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, il faut que tu saches que la plaque d'immatriculation doit être visible. Dans ce cas-là, la plaque, elle n'est pas visible. Donc, tu peux être sanctionné pour carte d'immatriculation illisible. Ça, c'est une amende, c'est une contravention de 4e classe et une amende de 135 € sans retrait de points. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 9. Je prends le risque de dépasser le camion par la droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici déjà, regardez le marquage au sol. On a une ligne discontinue épaisse qui annonce donc une voie réservée. Et d'ailleurs, on sait à qui elle est réservée parce qu'il est marqué bus. Donc à notre droite, on a une voie de bus. Nous ne sommes pas un bus, donc quoi qu'il arrive, on ne peut pas aller sur la voie de droite puisqu'elle est réservée au bus. Première chose. Deuxième chose, il est strictement interdit de doubler par la droite. Donc, au vu de ces deux arguments, je ne prends pas le risque de dépasser le camion par la droite. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 10. À cette intersection, je peux tourner à gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, comme tu le vois ici, on se retrouve dans une intersection en croix. Tu remarqueras la signalisation. À gauche, on a un sens interdit. Tu remarqueras également qu'à droite, on a un piéton qui passe au passage piéton.
Alors, si tu regardes cette animation, tu as en fait plusieurs possibilités. Bien sûr, il sera interdit de tourner à gauche. Tout simplement parce qu'il y a un panneau sens interdit qui t'empêche l'accès à la voie. Tu pourras alors soit aller tout droit, ou alors tourner à droite. Cependant, étant donné qu'il y a un piéton, tu devras d'abord lui céder le passage pour ensuite passer à ton tour. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 11. Pour stationner en pente, il est préférable A. D'enclencher la première vitesse, B. De garder les roues droites, C. De tirer fortement le frein à main. Alors, lorsque vous vous stationnez donc en pente, il faudra donc bien sûr enclencher la première vitesse, tourner les roues du côté trottoir et de tirer fortement le frein à main. Les bonnes réponses ici sont les réponses A et C. Question numéro 12. Je me suis trompé de carburant. A. Je peux rouler jusqu'au prochain garagiste. B. J'immobilise mon véhicule. C. J'appelle un dépanneur. Alors, dans le cas où vous êtes trompé de carburant, ça peut arriver. Surtout, il ne faut plus redémarrer la voiture. Vous ne mettez plus le contact dans la voiture de peur que le mauvais carburant rentre dans le moteur. Donc, ce qu'il faut faire dans ce cas-là, c'est immobiliser sa voiture, ne plus la toucher et, bien sûr, appeler un dépanneur. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses B et C. Question numéro 13. Je suis bien placé. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, ici, il faut que tu vois plusieurs choses. Alors, en face de nous, tu vois bien qu'il y a un train qui passe. On peut reconnaître les feux clignotants, par exemple. Alors, en plus de ça, il y a des véhicules à l'arrêt. À notre droite, on voit une ligne stop. Donc, ici, on est sur une intersection. Donc, il faut que tu saches une chose. C'est que quand la circulation est à l'arrêt, il ne faut jamais, jamais bloquer une intersection, quitte à s'arrêter juste devant l'intersection afin de laisser les voitures passer. Donc ici, est-ce que je suis bien placé? Bah oui, parce que je suis situé juste avant l'intersection. Les voitures qui sont au stop peuvent tourner à gauche, par exemple. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 14. Je conduis un véhicule automatique. Pour quitter le véhicule, je place le sélectionneur sur... Réponse A, S. Réponse B, D. Réponse C, P. Réponse D, N. Quand tu conduis une automatique, le boîtier de vitesse est différent. Donc, on a un boîtier de vitesse qui ressemble à ça. Donc, la lettre S, ça c'est pour la boîte séquentielle.
La lettre D, c'est pour drive, c'est lorsque tu conduis. La lettre N, c'est pour neutral, ça c'est le point mort. La lettre R, c'est pour reverse, ça c'est la marche arrière. Et enfin, la lettre P, c'est pour le stationnement. Donc ici, si je quitte mon véhicule, c'est que le véhicule est stationné. Je mets le sélectionnaire sur la lettre P. La bonne réponse ici est la réponse C. Sais-tu que Mon Code de la route est aussi une plateforme pédagogique qui te permet de passer ton examen du code à partir de seulement 9,90 €. Et on a même conçu, spécialement pour toi, un programme qui te permet d'obtenir ton code en un temps record. C'est le programme Mon Code en 10 jours. Avec un calendrier de révision personnalisé, un contenu pédagogique par thème conforme à la nouvelle réforme, des nombreux tests d'examen blanc issus de l'examen officiel, accessible sur smartphone, tablette et PC durant 1 an et en accès illimité. Et surtout, cette formation est 100% remboursée en cas d'échec à l'examen. Alors, si tu souhaites obtenir ton code du premier coup sans te ruiner et sans risque, rejoins notre programme en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 15. Dans cette situation, réponse A, je change de voie immédiatement. Réponse B, je freine brusquement. Réponse C, je me prépare à changer de voie. Alors ici, comme tu le vois, au loin, on a un véhicule d'intérêt général qui nous oblige, il y a un panneau d'obligation, à prendre la voie de gauche. Cependant, comme tu peux le voir, il y a des véhicules sur ma gauche et surtout, il y a un véhicule qui est en train de me doubler, comme on peut le voir dans le rétroviseur gauche. Donc surtout, je ne freine pas brusquement, cela n'a aucune utilité. Je ne change pas de voie immédiatement. Je me prépare à changer de voie. La bonne réponse ici est la réponse C. Question numéro 16. Le conducteur a-t-il le droit d'utiliser le GPS en roulant? Oui, réponse A. Non, réponse B. Seulement s'il est perdu, réponse C. Alors, qu'il soit perdu ou non, il est strictement interdit d'utiliser le GPS ou le téléphone portable en conduisant. Donc là, ce qu'il faut faire, lorsqu'on se perd sur l'autoroute ou que le GPS ne fonctionne plus, on sort de la route, on s'arrête et on règle le GPS. Le mieux étant de régler le GPS avant de prendre la voiture. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 17. Je tourne à droite à la prochaine intersection. Je cède la priorité aux véhicules dans la voie à ma droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ça, c'est une question que vous posez régulièrement. Vous voyez, à notre droite, il y a une voie qui est délimitée par des lignes blanches épaisses. Donc, ligne blanche discontinue épaisse, ça veut dire que c'est une voie réservée. Alors, ici, on peut voir à qui elle est réservée grâce au marquage au sol. Donc, elle est réservée aux bus et aux vélos. Donc, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a
une voie réservée à notre droite et qu'on veut nous-mêmes tourner à droite. Alors, c'est simple. Les véhicules qui sont dans leur voie réservée ont la priorité. Donc, il va falloir laisser passer les véhicules qui sont dans la voie réservée pour ensuite pouvoir tourner. Vous ne pouvez pas tourner sans qu'il n'y ait personne sur cette voie. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 18. Je dois vérifier la pression des pneus. Réponse A, une fois par mois. Réponse B, 2 fois par an. La vérification de la pression des pneus se réalise. Réponse C, à froid. Réponse D, à chaud. Alors, la vérification de la pression des pneus s'effectue toujours à froid et s'effectue une fois par mois. Les bonnes réponses ici sont les réponses A et C. Question numéro 19. La fatigue allonge le temps de réaction. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors, le temps de réaction pour un être humain en état normal est de 1 seconde. Ce temps de réaction peut augmenter selon plusieurs facteurs. Par exemple, la prise d'alcool, la prise de médicaments, la prise de stupéfiants, mais également un état de fatigue prononcé va rallonger le temps de réaction. Donc, ici, la bonne réponse est la réponse A. Les vidéos sont totalement gratuites, donc abonne-toi pour aider la chaîne et surtout, active les notifications pour être prévenu des dernières vidéos et avoir ton code beaucoup plus rapidement. Question numéro 20. Pendant le temps de réaction, réponse A, je perçois, analyse, décide, agis. Réponse B, j'agis, analyse, décide, perçois. Réponse C, je décide, perçois, analyse, agis. Alors déjà, c'est quoi le temps de réaction? Le temps de réaction, c'est le temps qu'il va me falloir entre le moment où je perçois avec mes yeux un danger, par exemple ici le piéton qui marche sur la route, et le moment où je vais agir, par exemple ici freiner. Ce temps de réaction est de 1 seconde pour une personne normale, c'est-à-dire dans des conditions normales. Qu'est-ce qui va se passer exactement durant ce temps de réaction? Comme on l'a dit, tout d'abord, on va percevoir le danger. Ensuite, on va analyser le danger. Ensuite, on va prendre une décision. Et enfin, on va agir. Par exemple ici, freiner. C'est ce qu'on appelle le PADA. P-A-D-A. C'est un moyen mnémotechnique pour s'en souvenir. De plus, bon à savoir, durant ce temps de réaction, on va parcourir une certaine distance, qu'on appelle la distance parcourue pendant le temps de réaction. Donc, ici, pour répondre à la question, pendant le temps de réaction, je perçois, analyse, décide, agis.
La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 21. Je ralentis. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, regardez, on va se remettre la vidéo, on comprendra un peu mieux. Alors, si vous regardez bien, donc là, on est sur autoroute. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va prendre une sortie. Et regardez, juste là, on a un panneau 90 et là, un panneau 70. Seulement, lorsqu'on regarde notre compteur, bah, là, on voit qu'on est, on est à 102 km/h. Donc, on est 30 km/h au-dessus de la vitesse maximum autorisée sur la voie de décélération pour prendre la sortie. Donc là, effectivement, je ralentis fortement. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 22. Je circule hors agglomération. Je peux dépasser ce cycliste? Oui, réponse A. Non, réponse B. Si je le dépasse, je dois laisser un intervalle de sécurité de... Réponse C, 1,50 m. Réponse D, 1 mètre. Ici, on est dans une situation où, regardez le marquage au sol. On a une ligne blanche, d'accord, avec, dans notre voie, des lignes discontinues. Ça veut dire que le dépassement, il est autorisé. Mais il est autorisé pour des véhicules. Même pour des véhicules. Donc s'il est autorisé pour des véhicules, c'est qu'il est aussi autorisé pour des vélos. De toute façon, même s'il n'y avait pas eu de ligne blanche pointillée, et juste la ligne blanche, tu aurais eu le droit de dépasser le vélo. Donc ici, on peut dépasser le cycliste. Si je le dépasse, qu'est-ce que je dois faire? Je dois laisser un intervalle de sécurité. Alors, lorsqu'on est hors agglomération, je dois laisser un intervalle de sécurité de 1,50 m. Donc, ici, les bonnes réponses vont être les réponses A et C. Question numéro 23. Lors de cette descente, je mets le point mort pour économiser du carburant. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors bien sûr, tu seras souvent tenté de te mettre en point mort lors des descentes pour pouvoir économiser du carburant. Surtout vu le prix du carburant aujourd'hui. Cependant, c'est 1 interdit et 2 dangereux. Parce que quand tu es au point mort, tu n'as plus aucun contrôle sur la voiture en termes de puissance. Donc ici, effectivement, lors d'une descente, je ne me mets pas au point mort. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 24. Il est recommandé de faire des pauses A. Toutes les 2 heures, B. Toutes les 3 heures, C. Toutes les 6 heures. C'est bien connu, sur la route, il est recommandé de faire une pause de 15 minutes environ, toutes les 2 heures. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 25. Dans cette situation,
j'ai la priorité sur le véhicule blanc à ma droite. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, on est dans une intersection sans marquage au sol et sans signalisation verticale. Cela signifie que la règle de priorité qui sied est la règle de la priorité à droite. Donc je laisse passer le véhicule blanc, puis je passe. La bonne réponse ici est la réponse B. Je vous invite fortement à aller dans la formation. Hein, on vous expliquera tout. Clairement, si tu as répondu faux à cette question, ça montre... Alors, ça montre pas que t'as pas révisé. Je suis sûr que t'as passé beaucoup de temps à réviser, à faire des séries, mais ça montre que t'as pas les notions essentielles. Voilà. Que t'as été mal formé. Alors, je sais pas où tu as été formé, mais en tout cas, t'as été mal formé, parce que c'est une question de base. C'est vraiment une notion de base. Et puis, c'est bête de pas vouloir te former, parce que, par exemple, nous, on a mis en place une plateforme où tu peux te former à partir de 9,90 €. 9,90 € pour être formé correctement. En plus, si tu choisis de prendre la formule Mon code en 10 jours pour avoir ton code plus rapidement, ben, t'es remboursé à 100% si tu échoues à ton examen. Juste en montrant ta preuve d'échec. Voilà. Donc, écoutez, moi je vous conseille vivement de vous former, sachant que, vous savez, ça coûte pas cher. Et en plus, si vous n'êtes pas prêt à mettre 9 € ou 40 € pour vous former correctement au code de la route, sachez que juste après, c'est le permis de conduire, c'est la conduite. C'est-à-dire que le permis de conduire coûte en moyenne 2000 € à peu près. C'est 37 heures en moyenne d'heures de conduite pour obtenir son permis en France. À peu près 2000 €, quoi, un peu moins. C'est 1800 €. Donc, si t'as pas 40 € ou 10 € pour te former au code de la route, ça va être compliqué de passer ta conduite et donc ton permis de conduire. Parce que là, ce sera 2000 €. Donc voilà, écoutez, on passe à la prochaine question. Question numéro 26. La barrière du passage à niveau est endommagée. J'utilise ce téléphone. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, il faut savoir que les bandes téléphoniques qui sont à proximité des passages à niveau sont directement reliées à un agent de gare. Bien sûr, vous pouvez utiliser ce téléphone pour 4 raisons. Si la barrière elle reste fermée, si la barrière elle est cassée, s'il y a un obstacle sur la voie, par exemple une voiture en panne, ou s'il y a un dysfonctionnement des installations. Donc effectivement, la barrière du passage à niveau est endommagée, alors je peux utiliser le téléphone. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 27. Je tourne à droite. Je cède le passage au véhicule venant de gauche. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je cède le passage au véhicule venant de droite. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors ici, je vous ai mis un petit schéma de la situation. Donc, nous, on a un stop. Donc, on doit marquer l'arrêt. On veut tourner à droite. Donc, logiquement, on va devoir laisser la priorité aux véhicules venant de gauche, de notre gauche. Pour l'instant, tout va bien. Alors, est-ce que je dois aussi laisser céder le passage plutôt aux véhicules qui viennent de droite, étant donné que je tourne à droite,
Est-ce que c'est pertinent de de céder le passage aux véhicules qui viennent de droite? Eh bien oui. Eh bien oui. Par exemple, un véhicule qui vient de droite pourrait par exemple doubler un vélo. Hein, là, on a des traits pointillés, il peut doubler un vélo. D'ailleurs, il peut même doubler un vélo avec un trait continu. Donc s'il double un vélo, il sera sur la voie. Et il faudra lui laisser le passage. Donc, est-ce que je dois céder le passage aux véhicules qui viennent de gauche? Oui, réponse A. Et est-ce que je dois céder le passage aux véhicules qui viennent de droite? Oui, réponse C. Question numéro 28. L'endroit où poser le cric est mentionné par un repère. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors tu vois, souvent quand c'est la première fois que tu remplaces une roue, tu vas te poser deux questions. C'est où poser le cric et comment utiliser le cric. Alors, il faut savoir que, regarde, juste ici, tu as un petit repère. Alors, ce repère te permet de positionner le cric. C'est l'endroit où tu dois placer le cric. Ensuite, comment l'utiliser? Ici, regarde dans la petite vidéo, il y a une petite rainure sur la voiture. Et la rainure du cric doit correspondre avec la rainure de la voiture. Ensuite, on tourne la manivelle et la voiture est levée. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 29. Après ma période probatoire, je peux conduire une moto de 125 cm3. Réponse A, oui, après une formation pratique. Réponse B, non, je dois passer mon permis moto. Alors effectivement, après ta période probatoire, tu pourras conduire une moto de 125 cm3 après avoir passé une formation pratique. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 30. Dans cette situation, je dois désactiver l'airbag passager. Oui, réponse A. Non, réponse B. Si j'installe un siège enfant à l'avant du véhicule, dos à la route, je dois obligatoirement désactiver l'airbag. La bonne réponse, ici, est la réponse A. Si tu aimes le contenu, alors prends quelques secondes pour liker la vidéo. C'est très important. Cela nous permet d'être mieux référencés et donc de te présenter encore plus de vidéos pour que tu puisses obtenir ton code le plus rapidement possible. Question numéro 31. Je suis le conducteur. Je risque une contravention si un mineur est à bord du véhicule sans sa ceinture. Oui, réponse A. Non, réponse B. Une personne majeure est à bord du véhicule sans sa ceinture. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, bon à savoir, si vous êtes le conducteur de la voiture, vous avez la contravention s'il y a des mineurs qui n'ont pas leur ceinture. Par contre, si ce sont des majeurs qui n'ont pas leur ceinture, vous ne recevrez pas de contravention, ce seront les majeurs qui recevront leur contravention. Donc la bonne réponse ici est la réponse A et D. Question numéro 32.
Je suis dans un carrefour où le croisement s'effectue. Réponse A, à l'indonésienne. Réponse B, par contournement. Je suis prioritaire pour tourner à gauche. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, il y a deux types de croisements possibles dans une intersection. Vous avez les croisements à l'indonésienne et les croisements par contournement. Le croisement à l'indonésienne, c'est lorsque l'on se croise par l'avant. Les véhicules se font face. Le croisement par contournement, c'est lorsque le croisement s'effectue en contournant la voiture qui vient de face. Donc ici, je suis dans un carrefour à l'indonésienne, comme le montre le marquage au sol. Pour la deuxième question, est-ce que je suis prioritaire pour tourner à gauche? Eh bien, non. On est dans une intersection. Si je tourne à gauche, les véhicules qui viennent en sens inverse viennent à ma droite. Je dois donc laisser la priorité à droite. Alors, vous voyez, il y a beaucoup de gens, en fait, je sais, je sais que vous vous êtes trompés. Enfin, beaucoup d'entre vous se sont trompés. Je sais que vous passez beaucoup de temps à réviser votre code. Je le sais. Sûrement que même vous avez une application gratuite. Mais vous savez, les applications gratuites, si c'est gratuit, ne pensez pas que vous allez avoir de la qualité. D'accord? Ne pensez pas ça. C'est pas pour rien qu'il y a 40% de taux d'échec. Quasiment la moitié des gens qui regardent cette vidéo vont rater leur code. Pas parce qu'ils n'ont pas travaillé, pas parce qu'ils sont nuls, parce que vous avez été mal formés. C'est pour ça que nous, on vous propose donc une plateforme de formation 100% dédiée au code de la route, réalisée par des professionnels, avec une méthodologie adéquate qui vous permettra d'avoir votre code de la route rapidement. En plus de ça, vraiment ça coûte pas cher. Vous pouvez commencer à vous former pour 9,90 €. Ça c'est la formule la plus basse. Sinon, vous pouvez même choisir la formule Mon code en 10 jours. Et avec cette formule, vous êtes 100% remboursé si vous ratez votre code. Simplement en envoyant la preuve de votre échec. Donc voilà, moi un petit conseil que je vous donne, surtout si vous êtes trompé à cette question, allez dans la plateforme, formez-vous correctement, vous allez voir, ça va bien se passer. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 33. Les aires d'autoroute sont situées tous les... Réponse A, 20 km. Réponse B, 30 km. Réponse C, 40 km. Réponse D, 10 km. Alors, il faut savoir que les aires d'autoroute sont situées tous les 20 km. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 34. La conductrice a posé un triangle de présignalisation après une immobilisation de son véhicule. Elle a respecté la procédure réglementaire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, on a un usager qui a une voiture immobilisée. Alors ça peut être pour une panne ou un accident, on ne sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est que la voiture est immobilisée. Est-ce qu'elle a respecté la procédure réglementaire?
Alors, ici on voit qu'elle a posé son triangle de présignalisation 30 mètres en amont du véhicule. Ce qui est une bonne chose. Cependant, c'est pas assez. Il y a 2 choses qu'elle a oublié de faire. La première chose, c'est de mettre ses feux de détresse. Ça, c'est la première chose qu'il y a à faire lorsque ta voiture est immobilisée sur la route. Alors, tu vas me dire, oui, mais vu qu'on ne sait pas si elle est en panne ou qu'elle a eu un accident, peut-être que sa batterie ne fonctionne plus et qu'elle peut pas mettre ses feux de détresse. Là, je te donne un point. T'as raison. C'est possible qu'elle puisse pas allumer ses feux de détresse. D'accord, je suis d'accord. Mais par contre, il y a un autre truc qu'elle a oublié de faire, qui est indépendant du véhicule ou de l'état du véhicule. Alors c'est quoi qu'elle a oublié de faire ? Elle a oublié de porter son gilet haute visibilité, qui est obligatoire en cas d'immobilisation du véhicule lorsqu'on sort. Donc tout d'abord, qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est 1. Mettre les feux de détresse, quand on le peut. 2. Mettre son gilet haute visibilité. 3. Aller chercher son triangle et le poser 30 mètres en amont du véhicule. Donc ici, elle n'a pas respecté la procédure réglementaire. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 35. Après la signalisation, A. Je maintiens mon allure. B. Je ralentis. La signalisation indique C. Un débouché de vélo venant de gauche ou de la droite. D. Une piste cyclable. Alors, plusieurs choses. Déjà, la signalisation. Alors, on a un premier panneau qui est un panneau de priorité. Donc, ce panneau vous indique que vous avez la priorité ponctuelle, donc à la prochaine intersection. Et juste en dessous, un panneau de danger qui indique un débouché de vélo venant de la gauche ou de la droite. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a des règles de préséance. Lorsqu'un panneau est situé en dessous d'un autre panneau, cela veut dire qu'il dépend de ce panneau. Clairement, ici, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie que le débouché de vélo viendra aux abords de la prochaine intersection. Alors, ce panneau signifie également qu'il y aura donc un débouché de vélo et donc qu'il y aura soit une piste cyclable, soit une bande cyclable. Alors là, étant donné qu'on aura une intersection, même si on a la priorité, on aura affaire à un débouché de vélo. Donc, je dois ralentir. La bonne réponse est donc la réponse B. Ensuite, la signalisation indique. Donc, on a le choix entre un débouché de vélo venant de gauche ou de droite, ou alors une piste cyclable. Alors, ce panneau, qu'il faut connaître, indique un débouché de vélo venant de gauche ou de droite. Il indique donc aussi une piste cyclable ou une bande cyclable. On ne sait pas encore. On ne sait pas. Donc la bonne réponse, ce sera la réponse C. Les vidéos sont totalement gratuites, donc abonne-toi pour aider la chaîne et surtout, active les notifications pour être prévenu des dernières vidéos et avoir ton code beaucoup plus rapidement. Question numéro 36. De gauche à droite, l'ordre des pédales est réponse A, embrayage, frein, accélérateur. Réponse B, accélérateur, embrayage, frein. Quel pied doit appuyer sur le frein ? Réponse C, le pied droit. Réponse D, le pied gauche.
Alors, de gauche à droite, on a tout d'abord, tout à gauche, l'embrayage. Ensuite, au milieu, on a le frein. Et à droite, on a l'accélérateur. Quel pied doit appuyer sur le frein? C'est le pied droit qui doit appuyer sur le frein. Les bonnes réponses ici sont les réponses A et C. Question numéro 37. Je roule en agglomération. Le passage à niveau se trouve A. Réponse A, 150 mètres. Réponse B, 50 mètres. Réponse C, 15 mètres. Réponse D, 100 mètres. Alors, encore une fois, par expérience, je suis quand même enseignant de la sécurité routière. Par expérience, je sais que beaucoup d'entre vous se sont trompés à cette question. Alors, vous voyez ici, on est en agglomération. Et on a une borne qui nous avertit d'un passage à niveau. Alors, lorsqu'on est en agglomération, cette borne avec 3 bandes rouges nous informe que le passage à niveau est à 50 mètres. À ne pas confondre avec cette borne lorsqu'elle est placée hors agglomération qui indique un passage à niveau à 150 mètres. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 38. Le piéton a la priorité. Oui, réponse A. Non, réponse B. Si je refuse la priorité au piéton, je risque. Réponse C, une perte de 6 points. Réponse D, une perte de 3 points. Alors, sache que tu es dans l'obligation de t'aider la priorité au piéton à un passage piéton. Le cas contraire, ça c'est ce qu'on appelle un refus de priorité piéton. Et c'est sanctionné par une contravention de 4e classe, une perte de 6 points sur le permis de conduire et 135 € d'amende. Les bonnes réponses ici sont les réponses A et C. Alors là, c'était vraiment une question de cours qu'on voit régulièrement dans l'information. Donc, si vous avez eu faux à cette question, vraiment, je vous incite vraiment à vous former, que ce soit chez nous ou ailleurs. Alors, je reçois plusieurs messages de votre part, d'ailleurs, je vous en remercie. Alors, vous me posez souvent 2 questions. Alors, la première, c'est quand est-ce que je suis prêt pour passer mon code ? Et la deuxième, c'est est-ce que je dois suivre la formation ? Alors, tout d'abord, on va répondre à la première question. Quand est-ce que tu es prêt pour passer ton code ? C'est très simple. Si tu fais moins de 5 fautes sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as fait, alors tu es prêt à passer le code de la route. Donc attention, ça veut dire qu'il faut que sur les 5 dernières séries que tu as faites, de manière consécutive, il n'y a pas une seule série où tu as fait plus de 5 fautes. Donc si tu as fait plus de 5 fautes à une seule série, il faut que tu continues à faire des examens blancs. La deuxième question. Est-ce que il serait mieux pour moi de prendre une formation ? Alors, là, c'est pareil. Si tu fais 8 fautes ou plus sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as faites, alors il est vivement conseillé de te former. Ça veut tout simplement dire que il te manque certaines notions essentielles. Ça veut pas dire que tu connais pas ton cours, ça veut dire qu'il te manque des notions essentielles pour pouvoir progresser. Et clairement, c'est pas en faisant des examens blancs que tu vas progresser, tu vas même plutôt stagner. Voilà.
Donc si tu as fait 8 fautes ou plus sur l'une des 5 dernières séries que tu as faites, je te conseille vivement de te former. Surtout que on a mis en place donc une plateforme pédagogique qui répond vraiment à tous vos besoins. On a fait en sorte que tout le monde puisse se former au code de la route. Vous avez la formule standard, par exemple, qui est à 19,90 € par an. Donc vous payez une fois 19,90 € et vous avez le droit à toute la plateforme pendant 1 an en illimité, avec tous les cours, tous les 10 thèmes, plus de 1200 questions issues de l'examen officiel, commentées et corrigées. Vous avez pour ceux, par exemple, qui veulent passer leur code rapidement, la formule à mon code en 10 jours, pour passer son code en 10 jours, qui est à 39,90 € par an, en illimité. Et en plus, si vous ratez votre code, eh ben vous êtes 100% remboursé, seulement en envoyant votre preuve d'échec. Sinon, pour ceux qui le souhaitent, vous avez la plus petite formule, la formule basique, qui est à 9,90 € par semaine. Celle-ci, c'est une formule qui est hebdomadaire, qui en général est réservée à ceux qui ont déjà passé leur code et qui ont échoué. C'est une sorte de remise à niveau. Donc, vraiment, il y en a pour tous les besoins et il y en a aussi pour tous les prix. Et c'est vraiment pas cher. Ce serait bête de rater son code alors que vous auriez pu vous former pour 9,90 €. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 39. Pour protéger la victime, il faut: réponse A, poser un triangle de présignalisation. Réponse B, déplacer la victime sur le trottoir. Alors, n'oubliez pas, lorsque vous êtes témoin ou protagoniste d'un accident, il y a une procédure à suivre qu'on appelle le PA et qui nous dit comment intervenir. Alors ici, on est dans la protection d'une victime. Donc, comment protéger une victime? C'est très simple. Mettre un triangle de présignalisation 30 mètres avant la victime. Et s'il y a un véhicule, mettre le véhicule en feu de détresse pour prévenir les autres usagers. La bonne réponse ici est la réponse A. Alors, attention, tout ce qui est dit sur cette chaîne concernant les secours, les premiers secours à la personne ne sont valables que pour l'examen du code de la route. C'est de la théorie pure. Pourquoi je vous dis ça? Parce qu'en fait, dans la réalité, il y a plein de cas particuliers. Donc, si vous voulez savoir comment réellement secourir une personne, il faut passer votre brevet de secourisme. D'accord? Donc, ce qui est dit ici n'est valable que pour passer l'examen du code de la route, car c'est de la théorie. On ne fait que balayer les grandes lignes. Question numéro 40. Je circule sur une route. A. Nationale. B. Départementale. C. Métropolitaine. Alors encore une fois, ça c'est des questions purement de cours. Au-dessus des panneaux de direction, vous avez des cartouches. Donc vous avez par exemple des cartouches qui ont des lettres et des couleurs différentes. Par exemple, ici, vous voyez A10, ça c'est pour le réseau autoroutier. N137 c'est pour les routes nationales et D191 c'est pour les routes départementales.
Alors nous ici, au-dessus du panneau donc de direction, on a le M. M, ça veut dire route métropolitaine. Donc la bonne réponse, c'est la réponse C. Si tu as fait 8 fautes ou plus, ne panique pas. Rejoins-nous sur notre plateforme pédagogique en ligne en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Tu pourras alors choisir la formule qui te convient. N'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner pour recevoir toutes les dernières notifications. Tu peux aussi continuer à t'entraîner en cliquant sur l'une des vidéos qui s'affichent.